Bonjour ou rebonjour à tous. Nous concluons donc cette semaine d'information de convention de la SFEN sur l'essor de nos territoires et la problématique de transition énergétique sur l'ensemble de la France. Et c'est la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui conclut donc cette semaine. Je vais laisser tout de suite le soin à Monsieur Patrick Michaille, qui représente donc la SFEN dans notre région, d'introduire cette table ronde en vous précisant dès maintenant que vous pouvez poser des questions dans le chat. Tout à l'heure, il y en a eu plus de 20, donc n'hésitez pas, on va parler emploi, formation et action. Patrick Michaille, c'est à vous. Eh bien, bonsoir, je remercie tous les intervenants et les participants pour votre présence en fin de semaine à ces tables rondes consacrées à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En termes d'emploi et de nombre d'établissements actifs dans l'électronucléaire, le comité stratégique de la filière nucléaire classe la région Sud en 5e position. 18 500 emplois, soit 8% de l'emploi de la filière au niveau national, et plus de 210 entreprises, de l'ordre de 7% de l'ensemble des entreprises de la filière, ont leur siège en région Sud, représentant un total de près de 1000 établissements. C'est qu'en effet, la région possède, avec le Centre d'études nucléaires de Cadarache, dont Eric Annus nous a parlé tout à l'heure, un centre de renommée mondiale dans l'étude des réacteurs et du combustible, qui emploie 2300 salariés du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, auxquels il faut ajouter plus de 3000 emplois indirects et induits. Le réacteur Jules Horowitz, qui est actuellement en construction sous maîtrise d'œuvre Technicatome, que Jean-Noël Vernet nous a présenté tout à l'heure, ce sera un des plus modernes réacteurs d'essai dans le monde et il produira aussi des radioisotopes pour la médecine nucléaire qui possède de nombreux établissements dans la région. À Marseille se trouve la direction de l'ingénierie d'EDF pour l'exploitation du parc et la déconstruction, la DIP-DE. Elle est représentée par Monsieur Francis Nieto, le directeur des opérations. Elle emploie environ 2000 agents. Les entreprises de la région qui travaillent dans le nucléaire ont des activités très diversifiées, et en particulier les grandes entreprises comme Honnête, dont Alain Gauvin est directeur général. Elles travaillent notamment dans 5 autres secteurs: défense, navale, chimie, aéronautique et énergie renouvelable. Pascal Boulanger, le PDG de Nawa Technologies, est un exemple de transfert d'activité du nucléaire vers les technologies de rupture pour les supercondensateurs et les batteries. Chaque année, ce sont plus de 1000 salariés qui sont recrutés dans l'électronucléaire par les entreprises de la filière, avec un fort niveau de qualification qui garantit leur employabilité dans les autres secteurs technologiques. La SFEN Provence contribue quant à elle à diffuser la culture scientifique et technologique en organisant des conférences mensuelles et un colloque biannuel. Le prochain est prévu le 15 octobre à Aix. Il portera sur l'électronucléaire dans le monde. En complément de l'INSTN de Cadarache, les membres de la SFEN assurent des cours et un tutorat des étudiants des différents instituts de la région qui offrent une formation au nucléaire, notamment en sûreté et en radioprotection, à Aix-en-Provence, à Marseille, à La Ciotat et à Toulon. Nous participons aussi en tant qu'experts aux travaux de la commission locale d'information de Cadarache. Avant de rendre la parole à Yves Blisson, je tiens à saluer tout particulièrement les femmes regroupées dans WIN, Women in Nuclear, et les jeunes actifs de la SFEN pour leur implication dans les interventions dans les écoles, les collèges et les lycées. Yves, je te rends la parole. Merci beaucoup Patrick. Et je vais maintenant accueillir tout de suite le président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui intervient en direct de l'hôtel de région. Bonjour Renaud Muselier, merci d'être avec nous pour cette deuxième table ronde donc de l'après-midi. Et on va parler avec vous emploi, formation et innovation dans une région qui est la région de la COP d'avance, hein, une région sud qui dispose de ce fait, Renaud Muselier, d'un temps d'avance sur la transition écologique, on pourrait dire ça comme ça? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une région qui est très forte sur le plan industriel, qui est la deuxième destination touristique en France après Paris, qui est la première destination en France au monde en termes de tourisme, avec des aires métropolitaines très fortes. Et donc, il faut trouver un équilibre pour le développement de nos territoires, pour la qualité de l'air, de la mer, de la terre, de l'énergie, quelles sont les stratégies pour l'avenir et le traitement des déchets.
Et donc, on a consacré déjà depuis près de 3 ans et demi, maintenant la 4e année, ce qu'on appelle 30% de notre budget sur ce qu'on appelle la COP d'avance, qui est notre plan environnemental sur les différents thèmes dont je viens de vous parler. Moyennant quoi, par rapport à la présentation de la SFEN, que je tiens à saluer, vous avez tout le volet industriel. On sous-estime considérablement dans la région la totalité du volet industriel. Le volet industriel représente dans la région un tiers des emplois, c'est 426 000 emplois, dont 174 000 directs, et ça représente 16 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 12% de notre valeur ajoutée. On a des fleurons industriels, ça vous le savez, c'est un tissu riche d'entreprises, de PME et de TPE qui dépendent de la filière industrielle, c'est 21 000 entreprises, et donc ça représente plus de la moitié du chiffre d'affaires export de la région, et 64% des brevets régionaux. Donc c'est une industrie riche, diverse, qui nous permet de mieux résister à la crise, et qu'il faut rappeler, alors que le tourisme est directement impacté, et qui fait en sorte que dans le cadre de cette crise notamment, nous avons mis le paquet pour l'industrie bien sûr dans sa totalité, pour les fleurons industriels, pour les filières industrielles, qui amènent à la formation, l'apprentissage bien entendu, mais aussi la totalité de l'emploi. Et donc je suis un pro-industrie, et c'est toujours bon de le rappeler. Dans cette crise, on a injecté, nous, la région, près de 2,3 milliards d'euros pour 900, près d'1 million d'aides versées auprès de plus de 35 000 chefs d'entreprise. Donc, on a essayé d'être à la hauteur. On a été en soutien auprès de nos grands industriels, que ce soit Airbus Hélicoptère, avec des interventions du président de la République, pour qu'il y ait les commandes d'hélicoptères d'Airbus, ce qui n'est bien entendu beaucoup plus difficile pour mes copains d'Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on peut acheter des hélicoptères, mais les avions, c'est plus difficile. On est intervenu pour Arcelor, notamment pour permettre le maintien d'un des 2 hauts fourneaux en fonctionnement, avec un investissement financier lourd derrière, afin de libérer le CO2, et donc sous l'opération 2025, il y a une diminution de 40% du CO2, et on a sauvé la filière CNIM avec Bruno Le Maire pour ce fleuron industriel qui avait de grosses difficultés. Parallèlement à ça, on se met en perspective. Dans cette perspective, nous sommes allés récupérer, dans le cadre du plan de relance, 5,1 milliards d'euros. Pour la formation, rien que pour la formation professionnelle, il y en a pour 831 millions d'euros, et nous consacrons plus de 500 millions d'euros chaque année pour le développement économique. Alors, une fois qu'on a posé ça, qu'on a posé l'air, la mer, la terre, mais on va sur l'énergie, la SFEN est en train de nous expliquer sa puissance ici, elle est réelle. On peut le faire dans le cadre de cette évolution de la neutralité carbone comme objectif à l'horizon 2050. C'est dans le cadre de la COP d'avance, c'est 40% de mon budget dedans, et sans le nucléaire, ça ne peut pas marcher. Donc, c'est très simple, il faut s'appuyer sur nos capacités d'action et nos forces. On a Cadarache, on a le site de Tricastin, on a ITER, et donc ça nous fait quand même des filières, des outils et des moyens qui sont importants et relayés sur l'ensemble de la région. Cadarache, plus important centre de recherche et développement nucléaire au monde, qui attire des ingénieurs de toute la planète, donc ce n'est pas la peine de le rappeler. Le site de Tricastin, au nord du Vaucluse, qui accueille actuellement la centrale nucléaire d'EDF et différentes installations, c'est le plus grand site nucléaire d'Europe, et ITER, et nous avons là, et j'étais au gouvernement de Jacques Chirac avec Claude Ignoret quand il a fait la démarche de faire atterrir ITER en Europe, en France et à Manosque, à Cadarache, grâce au projet qui avait été fait à l'époque de M. De Gaulle et de M. Pompidou pour mettre en place un dispositif qui aujourd'hui nous aide aussi. C'est quand même un millier de chercheurs, d'ingénieurs, techniciens originaires de 25 pays qui sont mobilisés. Avec le projet ITER et la fusion, nous avons l'espoir de faire du Sud une région pionnière de la révolution énergétique. En tout cas, le monde est là et le travail industriel est sur place. C'est une énergie mondiale qui se joue dans la région Sud. À côté de ça, la formation. À lui seul, le projet ITER crée 5 000 emplois directs. Donc, c'est 18 milliards d'euros d'investissement depuis janvier 2007. Ce sont des moyens conséquents. C'est le siège de la division ingénierie du parc nucléaire de déconstruction et de l'environnement d'EDF qui est sur le grand carénage à Marseille. C'est la base navale à Toulon qui abrite le porte-avions Charles de Gaulle à propulsion nucléaire et 6 sous-marins nucléaires d'attaque. C'est la force de dissuasion nucléaire de l'armée de l'air qui est basée à Istres, qui est le Roissy des armées françaises. Et donc, nous avons des outils, des moyens
ce qui nous amène après derrière le travail avec les énergies, enfin l'énergie et l'industrie lourde, l'information au service de l'environnement et du développement et de l'industrie. C'est 4000 personnes qui sont formées chaque année par la région sur le travail des métaux, des produits, des équipements industriels, des chaudronneries, des tuyauteries, des structures métalliques. C'est 3 millions d'euros d'investis pour tous les métiers d'industrie. Ça représente, rien que sur l'industrie et notamment le nucléaire, 30% de notre offre de formation vers ces métiers, tournés aussi vers l'environnement. Et là-dedans, vous avez 500 personnes formées chaque année sur les systèmes solaires, thermiques et photovoltaïques et 400 personnes sur les systèmes énergétiques, plus 1200 personnes sur les métiers de la construction à dimension environnementale. Et dernier volet, le campus d'excellence pour l'industrie du futur. La région est à la manœuvre pour développer l'emploi dans une filière et répondre aux besoins des entreprises. Et c'est le seul campus qui regroupe les acteurs industriels, avec bien sûr le conseil régional et la région, qui est académique, dans l'objectif de mettre en adéquation les formations et les besoins en compétences des entreprises. Les entreprises ont des besoins, ils ont des développements, il faut qu'on forme en amont pour arriver à mettre en place un dispositif qui fonctionne au service de la région, respectueux de son environnement et formation de cette population qui est nombreuse avec ses différentes écoles d'ingénieurs, polytechniques ou autres, et qui ont la capacité d'absorber en termes d'emploi beaucoup de ces jeunes qui se doivent d'être bien formés et trouver un emploi derrière. Voilà, de façon peut-être un peu synthétique, un peu rapide, la présentation de la stratégie régionale en ce qui concerne le développement énergétique, notamment sur le nucléaire, en tenant compte de la qualité de vie dans la région. Merci, Président Muselier. Vous restez avec nous. Il y aura la possibilité sans doute de prendre quelques questions tout à l'heure. On va tout de suite passer la parole à Alain Gauvin qui va intervenir, qui représente Honnête Technologies et qui va nous parler de cette filière. Je crois qu'on a bien insisté avec le Président Muselier sur les variétés d'acteurs que nous avons dans notre région. Et on peut voir, en effet, c'est peut-être le sens de votre intervention, Alain Gauvin, qu'on est là avec de très grands acteurs, de très grands donneurs d'ordre, des sociétés telles que la vôtre qui sont des grandes entreprises, et puis on parle aussi des entreprises de taille intermédiaire, et puis on verra également tout à l'heure avec Pascal Boulanger le rôle des startups dans cette filière et dans ce paysage régional que vous allez peut-être nous préciser, donc Alain Gauvin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. En effet, donc j'interviens ici sur cette table ronde en tant que directeur général d'un ETI dont le siège est basé à Marseille, Honnête Technologies. J'interviens aussi en tant que membre du bureau du GIFEN, qui est aussi partenaire de cette table ronde. Alors peut-être un mot d'abord en premier lieu, je reviendrai sur le rôle d'un ETI comme Honnête en région et les enjeux d'emploi et de formation auxquels faisait référence le président Muselier. Mais avant tout, je voudrais vous dire deux mots du GIFEN. Alors le GIFEN, c'est une organisation très récente. C'est un groupement des industriels français de l'énergie nucléaire autour desquels l'ensemble de cette filière a décidé de se structurer récemment, puisque ça a été créé en 2018. Donc c'est une structure jeune qui rassemble l'ensemble des grands donneurs d'ordre de la filière nucléaire, mais également l'ensemble de la supply chain, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises de taille intermédiaire, des PME et des TPE qui agissent pour cette filière. Donc je représente également donc ces ETI au sein de ce groupement et j'en anime la commission perspective et développement en France. Alors elle a plusieurs missions. D'abord, donner à toutes ces entreprises auxquelles vous faisiez référence de la filière, c'est 3000 entreprises en France, c'est 1000 entreprises en région sud, cette filière, des perspectives et offrir la visibilité sur le plan de charge et les grands enjeux à venir pour les exploitants qu'a cité Monsieur Muselier et donc les grands donneurs d'ordre de cette filière. Alors, ça va se traduire notamment très concrètement en termes d'emploi par la prévision de 20 000 recrutements sur les années 20-23, hors nouveau programme de construction de réacteurs, et ce, sans compter les leviers d'exportation. Car rappelons-le, une entreprise sur deux au sein de notre filière en région a des activités à l'export.
Alors une autre mission, c'est également de tenir un petit peu cette cartographie de la filière pour identifier les métiers, les emplois, les compétences en tension aujourd'hui et à l'avenir. Et sachez que l'État et la filière travaillent pour soutenir sa montée en compétences. Là aussi, il y a quelques chiffres clés à partager et qui sont très significatifs. Notre filière nucléaire, c'est 10 jours de formation par an pour chaque salarié. C'est 3 fois plus que la moyenne nationale. C'est une filière qui est une industrie nationale, mais elle porte, et on l'a vu, un dynamisme local, en région, autour des installations nucléaires que vous voyez d'ailleurs sur cette carte. Alors, là aussi, comme l'a évoqué le président Muselier et Patrick Michaille en introduction, je crois qu'on a la chance de bénéficier d'un véritable écosystème auquel vous faisiez référence, grâce à la présence des grands donneurs d'ordre, EDF avec son centre d'ingénierie, Technicatom, le CEA, ITER, mais aussi l'autorité de sûreté nucléaire, des centres de formation comme l'INSTN et de multiples entreprises TPE, PME, ETI. C'est 18 000, c'est plus de 18 000 emplois en région sud, et tout cet écosystème, je dirais, se met en ordre de marche autour d'un tissu économique. Alors pour revenir à Honnête Technologies, dont je suis le directeur général, nous sommes ce qu'on appelle un ETI, un établissement de taille intermédiaire. On a près de 3000 collaborateurs. Nous sommes filiales d'un groupe Honnête, c'est un groupe familial marseillais, indépendant, spécialisé dans les services et qui a aujourd'hui 160 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'ADN de notre groupe, sa valeur ajoutée, est ancrée dans la culture du service, des savoir-faire techniques, mais aussi relationnels. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui nous motive à apporter ce supplément d'âme dans cet environnement nucléaire très industriel et technique. Alors, il y a 3 convictions fortes qui guident notre action au sein de cette filière nucléaire et dans la mission qu'Honnête s'est fixée pour l'avenir, c'est d'agir pour un monde plus sain, plus sûr et plus fiable. Alors, plus sain grâce à notre action en faveur d'un monde décarboné, on l'a évoqué, plus sûr mais grâce à la recherche permanente de cette excellence technique, la fiabilité de nos opérations par le bon geste de chacun de nos intervenants, et plus fiable grâce à notre culture de service et un modèle managérial qui soit distinctif. Alors, on dispose en région d'un centre de compétences en ingénierie réacteur sur Marseille, qui travaille sur les projets d'allongement de durée de vie des réacteurs avec EDF. Mais nous mettons aussi nos compétences au service des projets comme le réacteur Jules Horowitz à Cadarache ou ITER. On assure également la logistique nucléaire pour le compte de nos clients sur leurs installations. Nous travaillons aussi sur ce qu'on appelle la fin du cycle, c'est-à-dire l'ensemble des activités pour le démantèlement des installations les plus âgées, parce qu'une filière responsable, c'est une filière qui sait aussi démanteler et traiter ses déchets, c'est notre conviction. Alors nous avons, comme la moitié des entreprises de la filière, la capacité d'exporter nos savoir-faire. Par exemple, nos équipes développent conjointement avec le CEA actuellement l'utilisation de technologies laser pour accompagner le Japon à faire face à ces enjeux de démantèlement sur Fukushima. Alors vous le voyez, on a un large panel d'activités. En termes d'emploi, une société comme Honnête Technologies, c'est 800 employés en région sud, 380 cadres, 200 techniciens, plus de 200 ouvriers. Nous recrutons plus de 300 collaborateurs par an au niveau national, une centaine en région sud. Alors, j'ai envie de dire, dans notre secteur, il n'y a pas de sous-métier. La qualité des gestes de nos compagnons ouvriers, les techniciens, les études menées par nos ingénieurs, nos experts contribuent de manière complémentaire à l'excellence de nos services. Alors, nous formons aussi nos managers via un parcours interne, parce que l'humain reste au cœur de ce modèle distinctif. Alors, en résumé, en termes d'emploi dans notre territoire, notre filière est j'en suis convaincu, un moteur de développement de compétences, mais l'attractivité, elle reste un enjeu majeur. Et donc, du coup,
J'en profite aussi pour m'adresser aux étudiants de la région qui nous écoutent, aux futurs compagnons, futurs techniciens, aux futurs ingénieurs. Vous êtes un peu les talents de demain, et l'industrie nucléaire qui entame une mutation profonde pour contribuer aux enjeux sociétaux que l'on évoquait, elle est à votre image, pleine de diversité, de la production électrique décarbonée bien sûr, on en a parlé, mais des applications médicales aussi pour le traitement des cancers, ou encore c'est aussi la capacité à alimenter le dernier rover arrivé récemment sur Mars. Donc venez avec vos idées, vos compétences, nous vous offrirons des parcours passionnants en France comme à l'international. Et nos métiers, nos projets, nos emplois, demandent de l'audace, de l'innovation pour construire ce monde plus sûr, plus sain et contribuant à l'impérieuse décarbonation de notre société. Intervention, et puis évidemment on rediscutera de tout cela dans le débat. À mon avis, on va encore parler d'emploi aussi avec Francis Nieto qui va prendre le relais et qui est le directeur des réalisations d'une institution qu'on connaît relativement peu à Marseille, et pourtant c'est uniquement à Marseille qu'elle est basée et donc qu'elle travaille sur l'ensemble du territoire. C'est la division ingénierie, production, déconstruction et environnement. Vous êtes dans le 9e arrondissement à Marseille, du côté du boulevard ou de l'avenue Vuitton, voilà. Donc vous allez nous présenter cette activité, et puis je crois que 2021 est une année importante aussi pour vous en matière d'embauche. Donc, je vous laisse, Francis Nieto, nous dire quel est le potentiel en matière d'emploi et d'innovation de notre région sud. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous sur cette table ronde. Je vous prie d'excuser Antoine Bassalo, qui est le directeur de la division de la DIPDE. Il était pris aujourd'hui par la direction du groupe et vraiment, il m'a demandé de vous prier de l'excuser pour son absence. Alors, si je balaye très rapidement, le groupe EDF, sa raison d'être, vous savez, c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant la préservation de la planète, le bien-être et le développement, et grâce à une électricité et des solutions et des services innovants. Donc ça, c'est vraiment notre raison d'être. On s'est fixé des objectifs, on le voit bien, vous avez pu le voir dans la presse, de décarbonation, clairement, avec l'arrêt de la centrale du Havre. Mais naturellement, avec 3 axes stratégiques pour le groupe EDF, c'est de créateur de services et de solutions pour accompagner les clients et le territoire. Donc le président Muselier, ça doit résonner clairement pour vous. Pour une neutralité carbone, avec développement d'action sur la mobilité électrique, sur les pompes à chaleur, sur le développement de l'hydrogène décarboné, je précise, c'est important de bien le préciser. Un axe fort qui sera sur l'international vis-à-vis du développement de moyens de production, je dirais, énergétiques, aussi bien dans l'hydraulique que dans le photovoltaïque. Et forcément, c'est être leader, le groupe EDF, vu, je dirais, l'histoire que nous avons, être leader dans la production d'électricité sans CO2, en accroissant localement nos capacités de renouvelable sur le territoire, en prolongeant, vous l'avez évoqué, la durée d'exploitation de nos centrales, qui sont sûres et qui sont jeunes, puisque on voit que pour certaines, une bonne partie ont 30 ans, voire 40 ans, et également en préparant l'avenir avec de nouveaux designs, de nouveaux réacteurs. Vous avez pu lire dans la presse les SEMS EPR, voire même maintenant, tout récemment encore, la réflexion pour installer un tout premier small réacteur SMR. Bon, si j'en viens à la DIPDE, en 2 mots, la DIPDE, la division de production d'ingénierie pour le parc nucléaire de déconstruction et d'exploitation, clairement, on a 2 missions. La première mission, c'est d'assurer l'appui au parc nucléaire en exploitation. Donc, quand l'exploitant a besoin, il nous sollicite et on répond toujours présent. Et la deuxième mission, c'est de préparer l'avenir. C'est de travailler la modernisation de nos centrales, toujours dans une logique de renforcement du niveau de sûreté. Et donc là, c'est tout l'engagement de nos salariés. Alors, vous l'avez évoqué, la DIPDE, elle est située en plein cœur de Marseille et pour bien la repérer, elle n'est pas très loin du stade Vélodrome qui est si cher à Marseille. Donc c'est 2000 femmes et hommes qui y travaillent. Alors quand je dis 2000 dans la division, pour être tout à fait précis, on en a à peu près 600 qui sont délocalisés sur toutes les centrales du parc français et il y a à peu près 1400 ingénieurs, femmes et hommes qui travaillent à Marseille, Courviton. L'enjeu, voilà, je voulais évoquer, toujours de renforcer
je dirais, nos installations, les rend toujours plus sûres, plus performantes pour tirer pleine partie de cette force que nous avons sur le territoire français, qui est de produire une électricité qui est pleinement décarbonée, qui est sûre. En termes de métiers d'emploi, si je vous donne quelques ordres de grandeur, sur les 1400 emplois que nous avons à Marseille, principalement ce sont des ingénieurs tout corps d'État qui travaillent sur le site. Et puis sur les 600 ou 700 qui sont sur les sites, on a une petite partie, ce sont des ingénieurs, mais sinon ce sont des chargés d'affaires, là aussi en électricité, en mécanique, en génie civil, voilà. Donc ils ont pour principale mission, à partir du moment où on a conçu les modifications apportées à l'installation avec de nombreux partenaires, il faut savoir qu'on fait travailler à Marseille à peu près l'équivalent de 1000 personnes et sur les sites en réalisation à peu près 300 à 400 personnes à nos côtés avec les fournisseurs, et ce sont de très 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 nombreuses entreprises avec lesquelles nous travaillons en synergie, en partenariat pour déployer. Juste un petit chiffre pour la DIBDE, le budget d'investissement que nous pilotons, c'est à peu près 1,4 milliard par an. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur du programme d'investissement du groupe EDF dans ces réacteurs. Alors Francis Nico, on sait engagé des grands chantiers, hein. On pourrait parler du grand carénage, on peut parler des visites décennales de 4e génération. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre calendrier, votre actualité, comme on dit maintenant dans les médias en ce moment? Clairement, pour l'illustrer, juste pour vous dire qu'en termes d'embauche et d'emploi, cette année, on va faire 100 embauches à Marseille. Donc à peu près 80% d'ingénieurs et une vingtaine de pourcents de chargés d'affaires. Pour l'illustrer pleinement, vous avez entendu parler du grand carénage, de Tricastin, du réacteur de Tricastin. Donc nous avons réalisé avec nos partenaires fournisseurs l'ensemble des modifications sur le réacteur numéro 1 Tricastin en 2019, qui a été remis en service, qui s'est vu autorisé par l'autorité de sûreté la prolongation de son exploitation pour 10 ans supplémentaires. Et pour répondre à votre question, Monsieur Bisson, clairement, nos enjeux aujourd'hui, c'est le déploiement de ce programme de modification sur toutes les centrales 900 MW. C'est la poursuite du déploiement des modifications sur le parc 1300 MW, mais c'est surtout de préparer l'avenir. Aujourd'hui, pour nous, l'avenir, puisque quand on prépare ces modifications, c'est un horizon de 7, 8 ans, 9 ans. Et on travaille aujourd'hui sur le programme des réacteurs 900 MW au-delà de 50 ans. Et on prépare également la prolongation du parc 1300 MW au-delà de 40 ans. Donc voilà, ce sont les vrais enjeux d'aujourd'hui, sans évoquer qu'à terme, on héritera très prochainement, je pense, de l'appui au parc de l'EPR de Flamanville 3. Écoutez, puis ces embauches. Alors, on va maintenant évoquer la vie d'une autre entreprise. On va quitter Marseille pour aller du côté d'Aix-en-Provence, de la vallée de l'Arc et notamment de Rousset avec Pascal Boulanger, avec l'entreprise Nawa Technologies. Avec vous, on va parler des batteries. Hein. C'est ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, comment on va arriver à stocker toute cette énergie dont on a besoin. Et vous êtes une entreprise en pointe dans ce domaine-là. Vous êtes aussi une spin-off du CEA. Donc, quand on parle avec les gens de la SFEN, vous êtes un petit peu aussi en territoire connu. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait, Pascal, de l'entreprise Nawa Technologies aujourd'hui? Oui, bonjour d'abord à toutes et à tous, et puis merci de m'avoir invité à votre colloque de la SFEN. Donc effectivement, moi je suis un petit peu né dans le nucléaire parce que j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années au CEA, que ce soit j'ai commencé ma carrière à Cadarache et puis ensuite après je l'ai terminé à Saclay où j'ai identifié une pépite technologique que j'ai décidé d'amener sur le marché, et c'est un petit peu l'histoire de Nawa. Donc aujourd'hui Nawa, on développe un nouveau matériau. Beaucoup de gens parlent de décarboner l'économie, mais nous on revisite un peu le carbone puisque notre matériau c'est du carbone, et donc on a plutôt tendance à recarboner nos produits, mais on essaie de le faire de manière intelligente, on essaie de le faire justement en utilisant des matières premières carbonées qui viennent de la nature ou qui viennent du COE, donc du CO2, de l'atmosphère. Donc on va être une société qui va
consommer le CO2 de l'atmosphère pour faire des batteries au carbone qui vont avoir des propriétés particulières. Donc, on utilise des technologies à base de nanotechnologie pour faire ça, et on est sur des matériaux qui sont dans les domaines des nanotubes de carbone ou du graphène, et qui vont avoir des propriétés tout à fait intéressantes pour les batteries de demain, en particulier des batteries qui vont avoir moins besoin de matières premières comme le lithium, le nickel ou le cobalt, qui est un matériau très rare et pour lequel l'extraction pose des problèmes sociétaux très très importants, et des problèmes stratégiques aussi très très importants. Et puis des batteries qui vont se vouloir propres en termes de recyclage, puisqu'il n'y a que du carbone, donc on va pouvoir recycler et finalement reboucler la boucle du carbone pour réutiliser le CO2 qu'on pourrait rejeter dans 40 ans, une fois que nos batteries seront en fin de vie, pour refaire des batteries de dans 80 ans. Alors, voilà un petit peu je dirais la vision de Nawa. Et l'implantation en région sud, pour moi, était je dirais quasi évidente. J'ai commencé ma carrière, comme je vous le disais, à Cadarache. J'ai aussi travaillé à Marseille. À l'époque, c'était Lanvar. Maintenant, c'est BPI France. Et donc, je connaissais déjà l'environnement économique de la région, et c'était tout à fait naturel qu'on vienne s'installer ici. Et donc, on a commencé à s'installer dans les locaux de l'école des mines de Gardanne, le centre de microélectronique Georges Charpak. On est resté de 2013 à 2015. Et puis maintenant, on est hébergé dans les locaux de ST Microélectronique à Rousset, dans un environnement industriel. Et c'est vraiment grâce à ces deux acteurs, à ces deux hôtes, qu'on a pu développer notre technologie très rapidement, puisqu'on va fêter bientôt notre 8e année d'existence, et on est sur le point d'industrialiser nos premières batteries en 8 ans sur un matériau très très innovant, sur lequel on est vraiment à la pointe au niveau mondial. Alors que dans le domaine des batteries, on dit qu'il faut entre 15 et 20 ans pour pouvoir stabiliser un couple chimique et électrochimique et pouvoir le mettre sur le marché. Donc, on a pu le faire vraiment très, très vite. On a créé 45 emplois depuis la création de Nawa, et on est bien implanté dans l'écosystème régional. C'était important pour nous. Nawa est au conseil d'administration de Cap Énergie. On est soutenu par les pôles SCS. On est aussi des technopolitains de l'Arbois, du Centre européen de l'environnement de l'Arbois. Voilà, donc on a vraiment essayé comme on dit souvent, pour voir grand, il faut s'ancrer en local et penser grand. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec l'aide de l'État et l'aide de la région. Je tiens aussi à le préciser, on a parlé du plan de relance, et Nawa a été lauréat du plan de relance région. Donc, on remercie beaucoup. Je me permets de remercier Monsieur le Président de la région Sud pour ça. Et donc, ça va nous conduire, ça va nous propulser, je dirais, puisque nos batteries se rechargent très rapidement. Donc, ça va nous propulser, nous booster vers notre phase d'industrialisation qu'on vise absolument en région sud aussi. On est en train d'identifier des sites, un nouveau bâtiment pour pouvoir créer les premières batteries en France, en région sud, pour créer des emplois, un potentiel de 400 emplois d'ici 2024. Et on travaille avec tous les partenaires régionaux, les maires, la métropole, la région, tout le monde ensemble pour trouver un bon site, pour essayer de faire de l'éco-circularité, pour essayer de promouvoir la transition énergétique, promouvoir le transport propre, la mobilité propre, et on l'espère avec nos batteries à l'intérieur, bien entendu. Merci Pascal Boulanger. Écoutez, le président Muselier vous a écouté. Alors, il a déjà une question pour lui. Première question, donc, Renaud Muselier. On dit que les Français ne savent pas que le nucléaire n'émet que très peu de CO2. Alors, que faudrait-il mettre en place pour un débat plus éclairé quand on voit le poids de cette filière tel qu'il a été illustré par les 3 intervenants que vous avez entendus? Alors, je voudrais saluer, bien sûr, M. Michail qui a présenté fort bien ce plateau sous votre autorité, M. Bisson. Saluer la dimension de l'entreprise honnête, qui est la dimension mondiale. M. Gauvin, merci pour ce que vous faites. Merci à mon ami, d'ailleurs, qui m'avait demandé de venir aujourd'hui et qui travaille chez vous et qui est un de mes meilleurs amis. Vous avez
l'entreprise EDF, qui est une formation complémentaire aussi, qui est indispensable dans le mix énergétique. Et quant à Nawa Technologies, vous me remerciez, Monsieur Boulanger, mais moi je vous remercie à vous d'avoir gagné parce que vous êtes fort. Hein, et vous n'auriez pas été fort, vous n'auriez pas gagné. Donc, donc, en tout cas, vous avez une vision d'avenir qui correspond à la stratégie de la région. Et donc, il est normal qu'on vous aide. Sur la question qui est très claire, quand on regarde les chiffres, vous savez que je suis d'une formation de médecin et donc quand on fait un diagnostic, il faut bien essayer de bien le faire sur des bases un peu scientifiques et quand même avant tout débat. La source d'énergie indispensable pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, c'est le nucléaire. Loin des idées reçues, l'ADEME, qui est incontestable dans ses remarques, indiquait dans son rapport base carbone que le nucléaire émet 6 grammes de CO2 par kilowattheure, alors que l'éolien en émet 15 grammes de CO2 par kilowattheure, et le PV émet 66 grammes de CO2 par kilowattheure. Ça veut dire quoi? Le PV, c'est photovoltaïque, hein, bon, excusez-moi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la catastrophe de Tchernobyl, le débat des Verts, le vieillissement des centrales, le rappel permanent de l'industrie qui était quelque chose de sale, fait en sorte qu'on finit par penser que finalement, toutes les prises électriques se font avec une électricité propre et on ne sait pas comment les fabriquer. On ne sait pas. Et elle est quand même fabriquée par... et ici, dans cette région, on a cette chance absolument énorme d'avoir le gaz, le pétrole, l'éolien en mer, le photovoltaïque, ITER avec fission-scission, et l'hydraulique aussi. Et donc, on a cette chance énorme que n'ont pas les autres régions de France ou d'Europe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment une stratégie sur les énergies en général. Et puis, on a l'hydrogène maintenant. On vient de mettre la première pierre de l'hydrogène dans la centrale de Gardanne pour se servir des mines pour faire des réservoirs d'hydrogène. Donc, on a ce mix énergétique qui est indispensable. Le problème du nucléaire, c'est que c'est essentiel, fondamental, et que son image, c'est la dangerosité. Et donc, à partir de là, un peu Tchernobyl, un peu la thyroïde avec toutes les difficultés que ça représentait derrière, un peu le tsunami au Japon, tout ça mène à une crainte majeure qui fait en sorte qu'il faut en permanence rappeler que la prise électrique, le tout électrique, la lutte contre le CO2 passe par la création d'énergie avec l'énergie qui est la plus forte possible. Ça passe par ce discours un peu de scientifique quand même, qui est difficilement perçu aujourd'hui dans la population en général, puisque en général, maintenant, c'est l'intuitif, l'immédiat et l'absence de réflexion. Donc, soyons plus intelligents que les autres et rappelons le bon sens. Je vais vous poser une question parce que vous évoquez Gardanne et je crois que vous y étiez ce matin. On est dans une région où il y a beaucoup de sites qui vont devoir se reconvertir, hein, puisque c'était une question qui était posée d'ailleurs dans la table ronde précédente. Qu'est-ce qu'on va faire des centrales à charbon, des centrales à bois qu'on a dans notre région? Comment vous envisagez cette reconversion? Et je rappelle donc qu'en effet, ce matin, vous étiez sur un des sites qui est le plus emblématique dans notre région de cette nécessité de reconvertir l'industrie et l'activité économique à Gardanne. Vous avez deux volets qui sont très complexes à traiter. C'est le volet de l'immédiateté de territoires qui sont condamnés. Voilà. Condamnés parce que anciennes énergies, ne correspondant plus aux normes de sécurité françaises, aux normes de pollution européennes, donc dépassées. Et il y a la nécessité de se mettre en perspective et de se projeter. Et donc, il faut bien entendu, c'est ce qu'on a fait à Gardanne ce matin, dans le cadre du plan de relance, pour se servir du puits pour stocker et faire une vaste cité de, je crois, il y a 25 000 mètres carrés de 200 hectares, hein, 25 000 mètres carrés, éco-cité, avec un hôtel d'entreprise, start-up, énergie, hydrogène, etc. Donc, on a là une vision. Mais entre-temps, il y a le passage intermédiaire. Dans le passage intermédiaire, vous avez plusieurs volets. Vous avez des chasseurs de primes qui profitent de la situation pour prendre des sous de l'Europe, pour abuser du système, prendre les sous et fermer et laisser les salariés en carafe. Donc ça, moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Pour autant, nous sommes éligibles pour la région, pour le département des Bouches-du-Rhône, sur le fonds de transition juste, qui est l'Europe qui est partenaire de la réindustrialisation. Vous savez que
Je fais partie des 10 plus grosses régions d'Europe en termes de captation des fonds européens, parce que j'ai récupéré 5,1 milliards d'euros depuis que je suis président de la région, alors qu'on en avait 300 millions avant, vous voyez le gap quand même, et qui font en sorte que là, il y en a 148 millions d'euros qui sont ciblés sur la réindustrialisation dans la région, qui nous fait abonder à des fonds supplémentaires de l'État et bien entendu une aide de la région. Donc on a des moyens, puisqu'on est allé les chercher, on a des cibles, et on a ce passage très difficile sur le plan social pour modifier l'emploi de ces familles déstructurées dans des zones aussi qui politiquement sont sensibles. En ce qui concerne par exemple Gardanne, c'est le dernier fief communiste très fort industriel, et donc il faut y aller avec beaucoup de prudence, de délicatesse, d'explication, et je suis en contact en permanence avec les syndicats pour trouver des issues, et je paye d'ailleurs pour la CGT une étude de faisabilité pour la récupération industrielle, notamment le recyclage, la reformation du personnel de face à leur demande, et que je copilote de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte sur les lignes, et c'est ce passage-là qui est difficile. Donc il y a une réindustrialisation obligatoire, il y a pour la réindustrialisation des fonds conséquents qui existent au niveau européen, qu'il faut présenter, capter, et arriver à trouver cette formule de passage dans cette période très complexe sur le plan social. Merci Renaud Muselier. Alors je prends d'autres questions comme tout à l'heure, et vous pouvez nous en poser dans le chat. Elles arrivent au fur et à mesure. Je vais poser une question directement à Francis Nieto. Je ne sais pas s'il va pouvoir me répondre sur ce point-là, mais c'est une question, elle est anonyme cette question, mais je vous la pose quand même, Francis. Quand y aura-t-il un EPR dans la région ? Alors, enfin, je ne pourrais vous répondre que ce qui est connu dans la presse. Pour l'instant, les EPR, c'est prévu plutôt du côté de Panly, dans le nord-ouest. Après, il y aura un choix à faire en vallée du Rhône. Il y a une discussion entre le site de Bugey, le site de Tricastin, mais pour l'instant, il n'y a pas de décision de prise. Merci. Alain Gauvin, on évoquait tout à l'heure l'ensemble donc de la filière. Une question intéressante sur l'attractivité de notre région, le projet ITER par exemple. Oui, pardon. Juste, j'ai fait une lettre la semaine dernière, c'est ça, pour l'EPR à Tricastin. Donc dans le projet industriel de la région, par rapport à cette question, EDF est plus prudent, et je salue la prudence naturelle de M. Nieto, mais qui est surtout son efficacité récurrente. Mais parallèlement à ça, de façon un peu moins délicate, c'est mon côté un peu bulldozer, fait en sorte que dans le cadre des recompositions nationales, j'ai demandé un EPR à Tricastin. Merci Renaud Muselier. Alors je reprends ma question pour Alain Gauvin sur l'attractivité de notre région en matière de spécialistes, notamment d'ailleurs étrangers. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont venus pour le projet ITER, et est-ce que ces gens-là vont rester ? Alors, je vais prendre le teasing du président Muselier surtout. Moi, je suis en effet très content que l'on fasse ici la promotion de futurs grands projets nucléaires, et aussi d'avoir rappelé que le nucléaire, c'est quand même une source de production d'électricité continue, flexible, et donc du coup complètement complémentaire aux énergies renouvelables dans la lutte contre le changement climatique. Et vous me parliez d'attractivité, on a besoin de ces futurs grands projets que vous soutenez, comme vous venez de le faire, pour l'attractivité de nos talents. Voilà. Je crois qu'on a des collaborateurs, les plus jeunes, qui sont extrêmement sensibles à ces questions d'environnement et qui savent se mobiliser avec ces enjeux sociétaux qu'il y a derrière ces services à l'énergie. Alors, sur la structuration du tissu économique, parce que c'était ça le sens de votre question, de la filière, comment ça se traduit concrètement, peut-être déjà rappeler que la filière, ce tissu économique, c'est du quasi 100% territoire français. Alors si je fais l'exception de l'extraction d'uranium, voilà. Le deuxième point, c'est que vous l'avez compris, on a besoin pour cette attractivité d'une nécessaire impulsion de l'État dans les grands programmes qui fixent bien sûr la vision stratégique à long terme, et on en a besoin. C'est ça qui donne naissance aux grands projets. C'est ces grands projets qui motivent et mobilisent les plus jeunes et à s'engager.
Ensuite, on l'a vu, les grands donneurs d'ordre qui sont représentés par EDF ici mettent en œuvre ces projets au niveau national, mais avec aussi en sachant s'implanter directement en local dans nos territoires. Ils s'appuient sur des entreprises de taille intermédiaire comme les nôtres. Et nous-mêmes, nous appuyons sur un réseau de PME, de TPE, qui, on l'a vu, sont vraiment un vivier, le vivier d'innovation aussi, et elles sont très implantées localement, et comme l'illustre très bien notre collègue de Navoa Technologies. Voilà. Donc au total, on le rappelait, c'est plus de 1000 entreprises maillées en région au service de cette filière. Alors, dans une entreprise comme Honnête Technologies, nous, on joue ce rôle de pivot, ce rôle de pivot entre les grands donneurs d'ordre et le tissu de TPE, PME en région sud. On emploie, pour vous donner un exemple, on emploie nous-mêmes 800 employés en région sud, mais on fait travailler environ 250, 350 collaborateurs chez nos propres réseaux de sous-traitants. Alors, on a un autre aussi enjeu sur l'attractivité. Nous avons beaucoup investi dans nos centres de formation. Nous avons des centres de formation très modernes qui accueillent chaque année plus de 30 000 stagiaires pour apprendre ce qu'est le savoir-faire et le savoir-être dans nos métiers. Voilà. Alors justement, on va peut-être rebondir sur cette question avec Signeto, puisque c'est une question que se pose le grand public aujourd'hui, de la compétence des personnes qui travaillent avec vous dans cette industrie nucléaire. Francis Signeto, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui disent mais est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui la formation est assurée, que les compétences sont toujours là par rapport à toutes ces problématiques d'entretien, de maintenance, voire de déconstruction aujourd'hui du parc nucléaire? Alors, sur le champ des compétences et de la formation, ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires avec qui nous travaillons, il y a un très grand sérieux dans la professionnalisation de leurs collaborateurs et que les gens sont formés à l'égal des salariés d'EDF pour tout ce qui est des formations de base pour évoluer dans les centrales. Donc, je tiens à saluer tout le travail qui est fait. Pas plus tard que récemment, je ne citerai pas l'entreprise, mais j'ai pu constater, je dirais, tous les chantiers écoles qui ont été mis en œuvre pour encore renforcer ce professionnalisme des salariés. Donc, c'est vraiment une dimension qui est prise au sérieux. Et donc là-dessus, moi, j'ai aucun doute sur cette dynamique et l'investissement qui est fait par les entreprises sur ce champ-là. C'est une filière qui est très large au niveau des embauches. On peut peut-être le rappeler. Il n'y a pas que des ingénieurs de très haut niveau dans le nucléaire. Aujourd'hui, vous avez un prisme qui permet d'embaucher pas mal de monde. Il y a pas mal de candidats sur différents postes. Absolument. Enfin, je vais parler pour la DIP 2 puisque je suis là en représentant de la DIP 2 et pas d'EDF. Je veux dire ceci ainsi, quoi. Pour la DIP 2, effectivement, on va recruter, je vous le disais, à peu près une centaine de jeunes diplômés, des ingénieurs, tout corps d'État, et également des chargés d'affaires, des BTS en électromécanique, en génie civil, en électricité. Voilà, ce sont vraiment des jeunes qui sortent d'école, à partir duquel ils ont, je dirais, une base de connaissances dans les domaines, et on vient apporter les compléments pour évoluer en centrale avec toute la culture de sûreté, avec toute la connaissance du process pour évoluer ensuite dans leur job. Merci Francis Signeto. Alors je ne sais pas si le président est toujours avec nous parce qu'il nous disait tout à l'heure qu'il avait un rendez-vous important avec le ministre de la Santé et le Premier ministre. Alors président, juste peut-être voilà. Donc une petite dernière question peut-être simplement. On parle parfois d'autonomie régionale en matière d'énergie. Vous avez cité l'hydrogène tout à l'heure. Votre politique aujourd'hui, elle consiste à faire en sorte que la région soit finalement la plus autonome possible en matière de consommation énergétique. J'essaie de faire en sorte que la région se fixe un objectif de bas carbone en CO2 et d'avoir une stratégie globale. On va dire stratégie globale, c'est un peu galvaudé comme message, mais je vous donne un exemple très simple. Moi, je suis un chef d'entreprise, je suis un médecin, je suis un politique, je veux développer mon territoire, je veux le protéger. On a, quand j'étais adjoint au maire de Marseille, lancé la filière tourisme.
dans le port de Marseille, avec les croisiéristes, on est passé à près de combien de millions, 2 millions et demi de croisiéristes maintenant. Bon, bien sûr, il y a la crise depuis 1 an, il n'y a plus de bateaux. Mais la pollution des croisiéristes fait en sorte que les Marseillais se retournent contre leur port à cause de la pollution. C'est quand même une folie pure, alors qu'on était fabriqué par la mer. On a trouvé une solution pour faire en sorte que dans le point escale zéro fumée, on puisse sur Nice ou sur Toulon ou sur Marseille, on investit 30 millions d'euros quand même pour faire 2 choses très importantes. Un, aider les armateurs pour équiper leurs bateaux de scrubber, parce que quand ils démarrent, quand ils s'arrêtent, quand ils font marcher leur groupe électrogène, ils ne pourrissent pas l'air. Et parallèlement à ça, des prises électriques, en fait, donc des groupes électrogènes, donc prises électriques à terre, mais pour une prise électrique, c'est pas un rasoir électrique. Quand vous branchez un de ces gros bateaux là de 5000 personnes à Toulon, vous éteignez Toulon. Donc il faut bien quand même à ce moment-là faire en sorte qu'on ait un développement économique, qu'on ait ces croisiéristes qui viennent, qui aillent en Camargue, qui aillent dans nos parcs, qui aillent visiter Marseille et qui en même temps respectent notre environnement et qui ne polluent pas les pauvres gens qui habitent à l'Estac. Et donc cette démarche-là, elle ne peut pas s'inscrire le jour au lendemain. Elle est obligée de se fabriquer dans le temps. Et donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps parce que les gens veulent tout de suite. Et donc on a la nécessité de s'inscrire dans une perspective. Et la perspective dans la région sud, et je vous remercie de dire sud, pourquoi? Parce que quand on PACA ne fait pas un lien, on n'est pas des PACAïens, on est des Marseillais, des Varois, des Azuréens, des Provençaux, des Alpins, mais on n'est pas des PACAïens, on est des gens du sud. On va, et quand on parle de notre région, quand on parle de ITER, dans le monde, on ne dit pas ITER PACA France, quoi, voilà. On est ITER Sud-France, c'est un sens. Et donc, le développement de la région, elle doit se faire par ces universités pour fabriquer nos jeunes, par la défense de son environnement, puisqu'on a Provence, Alpes-Côte d'Azur, notre nom, 3 marques au monde, où on vient du monde entier pour nous voir, par nos industries lourdes qui nous permettent de vivre, par notre énergie qu'on est capable de fabriquer, et par nos filières de fabrication de nos jeunes dans des filières industrielles qu'on peut défendre. Et ça, c'est des normes délocalisables. Et vous ne pouvez pas faire une industrie si vous ne mettez pas à côté l'énergie. Vous ne pouvez pas laisser l'entreprise qui crée des emplois, une industrielle, si vous ne protégez pas l'environnement, parce que maintenant, c'est impossible de ne pas le faire avec. Si vous ne dépolluez pas vos terrains, vous ne pouvez pas aménager votre territoire. Et donc, vous êtes obligé, en tant que responsable politique, de l'intégrer, c'est le sens de la COP d'avance, avec mes 40% de budget, pour justement arriver chaque fois à faire cet équilibre avec les élus locaux, et en faisant bien une diversification. Le travail que nous faisons sur Brignoles ou sur Draguignan n'a absolument rien à voir avec Istréfos. Et donc, on fait du cousu humain sur ces filières-là avec ceux qui veulent nous accompagner, bien sûr. Merci. Alors, Pascal, est-ce qu'un jour, vos batteries pourront alimenter les bateaux de croisière? Est-ce que vous allez pouvoir résoudre cette problématique-là dans l'avenir? Alors, je pense que pour les gros bateaux de croisière, l'avenir me semble être plutôt l'hydrogène, et la région a pris le virage de l'hydrogène, qui est une excellente nouvelle pour compléter ce que dit Monsieur Muselier. Il y a plein de choses à faire avec l'hydrogène pour que les bateaux, lorsqu'ils sont à port, ils ne fassent pas tourner leur moteur pour faire tourner toute la partie électricité lorsqu'ils sont au port, et donc ils deviennent absolument plus polluants. Ce sont des choses qui vont être mises en place. Nos batteries vont aller certainement jusqu'aux camions, je pense pas jusqu'à ces gros bateaux-là, et pourront certainement alimenter aussi des bateaux plus petits. Je pense que la frontière aujourd'hui, et je suis pas sûr d'avoir raison, mais la frontière entre les batteries et l'hydrogène, ça va être l'automobile. Il y a encore une bagarre sur l'automobile. Il y a de grosses annonces qui ont été faites par Volkswagen il y a une quinzaine de jours, qui va investir 70 milliards d'euros sur la création de 5, on appelle ça des gigafactories, qui sont des usines gigantesques qui vont fabriquer énormément de batteries. Donc voilà, c'est plus notre vision et la trajectoire qu'on aimerait avoir. Je sais que je suis persuadé que sur le territoire, on pourrait même mettre en place une gigafactory en région sud si on en avait l'opportunité. Et nous, notre positionnement est plus autour des batteries dans le domaine de l'IoT, puisque la région a aussi un domaine de compétences très fort dans tout ce qui est système connecté, avec beaucoup de petites entreprises et sous la coupe de ST Microélectronique chez lesquels on est. Donc voilà, on est plus là-dessus, des petits systèmes où on va faire des systèmes sans batterie lithium pour éviter d'avoir de la pollution, etc., jusqu'à des systèmes jusqu'à la voiture, où là la batterie va avoir effectivement sa carte à jouer. Pour les plus gros véhicules, je pense train,
bateaux. La carte à jouer, à mon avis, est celle de l'hydrogène, et je pense que la région est en train de vraiment très très bien jouer. Alors justement, je rebondis aussi dessus puisqu'il y avait une question d'Olivier Provitina sur votre plan d'emploi prévu par NAWA pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous dire, puisque cette table ronde est consacrée aussi donc aux ressources humaines, ce que vous envisagez par rapport à l'emploi sur Rousset? Alors, sans parler de Gigafactory, parce que c'est une autre paire de manches, je dirais, mais notre plan d'emploi aujourd'hui, c'est 400 personnes en 2024, donc on est 45 aujourd'hui, avec l'installation de notre première ligne de production, idéalement en 2022. Cette année, on pense recruter une 50aine de personnes. On a déjà recruté une 15aine de personnes depuis le début de l'année. Bon, évidemment, le Covid, avec les hauts et les bas, nous donne un petit peu d'à-coups, mais on trouve dans la région, on trouve vraiment du personnel très qualifié, que ce soit des ingénieurs, mais aussi des techniciens et des opérateurs. Quand on parle d'industrialisation, on parle de techniciens et d'opérateurs, pas seulement des ingénieurs, et ça c'est important parce que la région doit aussi se convertir. Il y a des sites qui doivent se convertir, et il y a des gens qui ont des profils plutôt techniciens, plutôt opérateurs, et qui sont tout à fait précieux pour une entreprise comme NAWA. Donc cette année, à peu près 50 personnes, et une fois qu'on aura le site, on montera progressivement avec 2 tranches qui nous emmèneront à peu près à 400 personnes si tout va bien, ici en région sud. Et puis ensuite après, l'avenir dira ce qu'il dira, et on a effectivement des opportunités tout à fait intéressantes pour croître encore plus. Et la région sud, pour nous, c'est important. Ce que je disais tout à l'heure, on est ancré en région sud. La région sud a investi dans la société, dans NAWA Technologies. Donc pour nous, c'est un petit peu un devoir. On a fait preuve de solidarité économique en reprenant des salariés d'une société dans le photovoltaïque il y a en 2015, Nexis, et on bénéficie en fait du vivier de la région dans le secteur de la microélectronique. Il y a une société qui est partie il y a une petite dizaine d'années maintenant qui s'appelle Atmel. Voilà, ça s'est pas forcément fait comme tout le monde l'aurait souhaité. Il y a des gens qui sont restés sur le carreau, mais ces gens-là ont trouvé des emplois, et en fait ils reviennent vers nous, et ils sont formés de manière idéale. Donc le fait d'avoir lancé une filière microélectronique et de relancer cette filière microélectronique objets connectés, elle nous bénéficie en direct. Merci. Alors Alain Gauvin, sur une question qui est peut-être un petit peu liée à ce que vient de nous dire Pascal Boulanger sur les amortisseurs qu'il peut y avoir. Oui, Renaud Muselier, allez-y, pardon. Je suis désolé, il est 18h25, je suis obligé de vous quitter. Merci pour votre travail à tous et votre beau sourire, votre efficacité. Et ensemble, on structure des filières. Voilà. Et du plus gros jusqu'au plus bas, on doit arriver à structurer ces filières. C'est le seul moyen, quand ça va mal, que l'on puisse survivre aujourd'hui. Et il faut se servir de cette crise pour justement arriver à apporter des solutions au quotidien, là, de ce que l'on a pour survivre. Parce qu'il faut retourner à la vie, on va bien finir par y arriver, mais aussi préparer l'avenir qui ne sera pas tout à fait le même que ce que l'on a vécu avant le Covid, sauf peut-être pour aller boire un café ou sur nos terrasses ou un rosé au restaurant. Voilà. Sinon, pour le reste, merci à vous tous et toutes pour votre travail et pour justement ce que vous faites pour la région. Merci Muselier, merci d'avoir été avec nous pendant pratiquement la totalité de cette table ronde. Il nous reste un petit quart d'heure. Alors, on va peut-être rebondir avec Alain Gauvin sur ce que disait tout à l'heure Pascal, possibilité qu'il y avait quelque part de reconvertir des personnes ou de jouer un rôle d'amortisseur un peu permanent. Il y a une question qui vous est posée là-dessus avec ce terme d'amortir. On a dit que des industries, et on a un potentiel industriel varié en région Provence, même si quelque part on n'a pas parfois la spécificité industrielle d'autres régions dans l'automobile ou dans l'aéronautique. Donc la question est simple, est-ce que le nucléaire permet d'amortir les industries, enfin, ou la conjoncture industrielle très touchée par la crise en cours dans notre région? C'est une très bonne question. On a pendant cette crise, au travers d'un certain nombre d'échanges avec d'autres filières, aborder ce sujet. Je vais prendre l'exemple notamment dans nos métiers d'ingénierie. Nous échangeons avec la possibilité d'attirer un certain nombre de collaborateurs des industries de l'aéronautique,
et d'autres secteurs qui sont un peu plus en difficulté. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de métiers dans le domaine de la conception mécanique, du calcul, etc., pour lequel il peut y avoir bien sûr un certain nombre de passerelles. Et en tout cas, ce sont des sujets sur lesquels, entre filières, nous travaillons. Et je voulais aussi compléter un peu ce travail de la filière nucléaire. Tout à l'heure, on a abordé avec Francis Nieto le sujet du maintien de ce savoir-faire. Vous parlez de celui d'en capter de savoir-faire de filières qui sont hélas un petit peu plus en difficulté avec la crise. Je pense que c'est clé. Nous travaillons aujourd'hui vraiment. La préparation de l'avenir passe par la préparation de nos compétences. Et aujourd'hui, dans cette filière nucléaire, au travers notamment du GIFEN, nous travaillons ensemble, grand donneur d'ordre et l'ensemble du tissu industriel sur des sujets clés. Alors bien sûr, d'excellence opérationnelle, parce que c'est ce qu'attend de nous l'ensemble des parties prenantes, le public en premier. En clair, c'est faire bien du premier coup sur la construction de nos projets, mais on travaille également sur la gestion de nos compétences. Nous créons une université des métiers du nucléaire au sein de la filière qui peut accueillir à la fois, bien sûr, des personnes en reconversion de d'autres secteurs, mais également, bien sûr, des gens qui veulent faire leur carrière dans nos domaines du nucléaire. La valorisation, on travaille aussi à la valorisation de nos compétences de cette filière aussi à l'export. Bref, vous l'avez bien compris, le développement des compétences, c'est véritable enjeu pour nous, à tous les étages du tissu économique, que ce soit chez les grands acteurs, les plus petits et les TPE, PME. Et donc, nous avons pour objectif de créer en effet ces universités des métiers du nucléaire pour accueillir les acteurs des projets de demain. Et je pense que ça répond à la fois au maintien du savoir-faire que vous interrogiez tout à l'heure, et puis également à l'accueil de collaborateurs ayant un parcours dans d'autres industries que celle du nucléaire auparavant. Et alors, vous me tendez la perche pour vous poser une question, et peut-être à tous les bien à Boulanger, Francis Nieto, ou à vous, à Alain Gauvin. Est-ce que ces collaborateurs, vous les trouvez sur place? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, cette formation dont vous parlez, Alain Gauvin, est-ce qu'elle va avoir une déclinaison régionale, ou est-ce que vous avez aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs de la région, il y en a quand même pas mal, donc tout le vivier qu'il vous faut pour ces embauches, ou est-ce qu'il faut que vous alliez chercher des gens à l'extérieur? J'ai déjà répondu pour le TI, et puis je laisserai Francis répondre ensuite. Je pense que d'abord, il faut qu'on aille convaincre. Il faut qu'on aille aussi auprès dans les écoles. Et ça, c'est un travail que l'on mène. On a des partenariats avec notamment les écoles marseillaises, bien sûr. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Je pense qu'on a aussi un devoir d'aller leur présenter les enjeux de nos métiers, parce que comme le mentionnait tout à l'heure le président Muselier, parfois les médias ne font pas le boulot pour nous, donc c'est à nous de le faire et d'aller à la rencontre de ces jeunes ingénieurs. Voilà. Donc, mais après, je pense qu'évidemment, on a encore à travailler sur cette attractivité. Ça c'est très clair. Francis Nieto, et puis on terminera avec Pascal Boulanger. Oui, ce que je peux dire, c'est toutes les candidatures sont bonnes. On travaille effectivement on a des partenariats avec les grandes écoles de la région, l'école centrale, les arts et métiers, etc. Et on fait également sur des BTS, sur de l'installation, on a noué des partenariats également pour former ces jeunes aux métiers, à nos métiers, je vais le dire ainsi. Ensuite, pour revenir un peu à la question sur la crise et sur... Moi, je tiens à saluer deux choses. Un, l'engagement du président Muselier, qui est très appréciable. Je pense que c'est important aujourd'hui qu'en France, quand on voit les enjeux de la transition énergétique, qu'on ait clairement des politiques qui aient une vision long terme pour pouvoir qu'on puisse faire les investissements nécessaires et de manière stable. Et la deuxième, je tiens à saluer l'engagement des partenaires industriels qu'on a. Ils sont vraiment excellents. Je veux dire, EDF est adossé à ses partenaires et dans la crise, il n'y en a aucun qui fait défaut. Donc, je pense qu'il faut le dire aujourd'hui
dans cette instance, et je tenais à le dire. Merci beaucoup. Pascal Boulanger, peut-être donc sur cette espèce de filière, hein, on le voit bien, qui se dessine dans cette table ronde. Vous évoquiez tout à l'heure les grandes écoles qui sont sur notre territoire. Je crois que c'est vous qui avez parlé de Georges Charpak. Bon, voilà, et de cette magnifique école qu'on a là, mais on en a beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui c'est votre vivier en dehors des opérations qu'il peut y avoir parfois où vous récupérez des collaborateurs quand il y a eu des problèmes industriels sur tel ou tel secteur, mais sinon vous arrivez à avoir des ingénieurs comme ça qui viennent chez vous et qui ont été formés en Provence? Alors on a la chance d'être très attractif. Nawa, lorsqu'on offre un poste, on a souvent 50 CV qui tombent très très vite. On a des gens qui nous relancent sans arrêt, donc c'est une grande chance. On arrive à avoir des personnes qui ont été formées en région. J'en ai recruté une très récemment et elle a été parfaitement bien formée. Elle vient de Salon, elle a fait ses classes prépa à l'Empéry, à Salon, et avec de très très bons profs. Et voilà, donc on arrive à trouver ça en région, effectivement. Alors nous, on est tout petit, 45 personnes, on peut pas se payer le même niveau je dirais, d'intervention auprès des universités que Honnête et EDF. Donc on est plutôt des snipers, je dirais. On a des liens avec bien sûr Aix-Marseille Université en R&D et en recrutement, c'est important pour nous. On a des liens avec Toulon aussi, avec l'école d'ingénieurs CITEC qui recouvre quatre écoles d'ingénieurs. Nice, on essaye. C'est un petit peu plus loin, mais on essaye aussi. Voilà. Après, ma vision de Nawa, c'est que c'est une société qui veut conquérir le monde, donc elle se veut être internationale, et on a déjà 5 ou 6 nationalités représentées au sein de Nawa. Donc il y a le côté nourrir notre main d'œuvre en local, c'est très très important, parce qu'il y a ce côté on est sud, quoi. Et puis on craint des gains, comme on dit. Enfin, moi je suis un sudiste d'adoption. Je suis pas né ici, mais je défends quand même cette région. Et l'objectif aussi, c'est d'être attractif à l'extérieur et de faire venir des gens de l'extérieur. Et dans le domaine des batteries, donc c'est beaucoup des Allemands, des Américains, des Japonais. Et je suis très fier d'avoir réussi à faire venir un patron d'une start-up de San Francisco en Californie qui a quitté les États-Unis pour venir s'installer dans notre belle région, comme le dit si bien Renaud Muselier. Et donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on essaie de faire, de trouver le bon amalgame entre des gens d'âges différents, des gens de cultures différentes. Les seniors encadrent les jeunes, et puis on a des gens on a des grands chercheurs. On a vraiment des spécialistes mondiaux, hein. Franchement, j'insiste. Je pense qu'aujourd'hui, on a atteint aujourd'hui le top du top au niveau mondial dans notre spécialité, et donc des ingénieurs de très très haut niveau qui vont venir encadrer des jeunes techniciens qui vont démarrer leur vie à Nawa, et on en est ravis. Je suis très ravi de finir aussi par, je suis pas paternaliste du tout et je veux pas l'être, mais il y a beaucoup de nos employés qui ont fait qui fondent leur famille et qui construisent leur famille. Donc on a des Nawa babies et j'en suis très fier. Très bien, écoutez, merci beaucoup. On va peut-être s'arrêter sur ce point-là en vous remerciant de vos interventions, messieurs. Je voudrais peut-être, puisqu'on est à la fin non seulement de cet après-midi passé avec vous, mais de cette semaine organisée par la SFEN, donner le mot de conclusion à Patrick Michaille, s'il est avec nous, Patrick, pour peut-être nous dire un petit peu comment il a vécu ces deux tables rondes sur ce secteur d'activité. Je ne sais pas s'il est encore, oui, il est là, Patrick. Voilà. Donc, Patrick, peut-être, il t'appartient de donner quand même le point final, non seulement à cette journée, mais à cette semaine. Et je crois qu'on peut se féliciter de cet esprit de filière qu'on a vu être démontré, avec en plus la présence du président de la région avec nous. Alors, je n'entends plus là. C'est bon. Qu'est-ce qui nous on t'entend, c'est bon.
Ah d'accord. Donc, je vous remercie beaucoup, tous les intervenants. Moi, j'ai trouvé vraiment cette session un vrai rayon de soleil, hein, qui est digne de la région sud, effectivement. Et j'ai beaucoup apprécié aussi la solidarité qui a été montrée à travers ces interventions. Et je pense que c'est vraiment un esprit de dynamisme et d'ouverture sur le futur, avec des enjeux importants en termes de décarbonation. Mais on a vu aujourd'hui qu'on y arrivera, on va gagner ce pari de la décarbonation, en particulier en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en maintenant des emplois, en créant des emplois industriels de haut niveau de qualification, et en permettant aux étrangers de venir profiter de cette région, faire du tourisme dans un avenir que j'espère le plus proche possible, en termes de vaccination et de déconfinement. Donc, merci au président Muselier, merci à Julien Aubert d'être venu aussi éclairer de leur vision politique, tout ce dynamisme, cet enthousiasme pour faire vivre la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous. Merci Patrick, merci à tous et à très bientôt certainement pour reprendre ce type de sujets qui sont en effet passionnants et essentiels pour l'avenir économique de notre région sud. Merci, au revoir. Plaisir, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.